Bonjour et bienvenue à tous nos participants pour ce premier webinaire de l'année 2025 avec notre partenaire Indeed. En cette nouvelle année, c'est l'occasion d'adresser tous nos vœux de réussite dans la gestion RH pour tous nos participants et naturellement pour notre intervenant et pour Indeed. Et tout cela, tous ces vœux, c'est de la part de l'équipe de RH Matin et de Newstank RH. Cette session inaugurale de 2025 démarre sur un thème fédérateur, le bien-être en entreprise. Comment développer l'épanouissement des collaborateurs et comment les motiver? C'est un vrai sujet au regard d'une première statistique d'Indeed que je vous fournis en guise de teasing. Seuls 22% des actifs sont épanouis dans leur vie professionnelle dans le monde et le taux est un peu plus important en France, 26%. Mais naturellement, on va décortiquer ça un peu plus avec notre intervenant principal, Eric Gras. Bonjour. Bonjour à tous. Et moi aussi, j'adresse mes meilleurs voeux à toute la communauté RH au sens large. D'abord, des vœux de santé. Ça va aussi avec le bien-être au travail. On y reviendra tout à l'heure. De santé physique et mentale. Voilà, trouver un bon équilibre, de pouvoir vous épanouir dans la vie comme au travail. C'est effectivement, il y a beaucoup de liens dans cette dimension de bien-être en entreprise qu'on va essayer de décortiquer avec Eric. Alors Indeed, en plus, c'est une année un peu particulière, parce qu'Indeed fête ses 20 ans. Ça a été créé fin 2024, mais les grands anniversaires auront lieu 2004. 2004, tout à fait. Voilà, oui. Merci Eric pour cette correction. C'est 2004, 20 ans. Mais naturellement, les grandes manifestations auront lieu en 2025. On était en train de faire le compte avec Eric. Indeed France a été créé en 2015, donc là aussi c'est un autre anniversaire, 10 ans. Et toi, du côté d'Eric, de ton côté, quelle est ta durée de parcours au sein d'Indeed? Ben moi, ça fait 8 ans. Donc, en fait, quand le bureau de Paris a été créé il y a 10 ans, c'était un tout jeune bureau. On était une petite dizaine. C'était tout nouveau. C'était aussi une nouvelle solution dans ce monde des sites d'emploi, etc. Un peu un ovni pour certains. Et en effet, en 10 ans, ça a bien changé. En 20 ans, à l'échelon international aussi. Donc ça y est, on a quitté l'adolescence, on devient adulte. Sachant que dans le monde de la tech, 20 ans, c'est vieux, puisque l'une des plus vieilles boîtes de la tech, c'est Google qui a 25 ans, par exemple. Alors, il y en a d'autres qui sont nés un peu avant, mais voilà, il faut remettre les choses un peu en perspective. 20 ans, ça commence à être un bel anniversaire. C'est effectivement un beau parcours réalisé du côté d'Indeed et bientôt sur RH Matin. D'ailleurs, on reviendra sur le parcours d'Indeed et sur les prochains développements. On va revenir sur le sujet de prédilection de notre webinaire, qui est le bien-être en entreprise. Alors, Eric va pouvoir nous apporter son éclairage à partir de données et d'études Indeed. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter le découpage de ce webinaire. Il y aura plusieurs séquences. On va commencer d'abord par une petite contextualisation de cette dimension de bien-être en entreprise. Et puis, on fera un focus sur une étude d'Indeed à portée mondiale, mais il y a aussi effectivement des éléments pour le marché français. Ensuite, Eric nous prodiguera quelques recommandations pour développer cette dimension de bien-être en entreprise. Il y a beaucoup d'angles que l'on peut traiter et surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet. Et on s'accordera à la fin de la session une petite session, un petit temps de questions-réponses avec nos utilisateurs, nos participants pour qu'on puisse répondre à vos questions en live. Quelques petites précisions pour nos participants qui nous rejoignent. Il est possible de poser des questions à Eric sur l'espace chat qui est situé à droite. C'est le principal espace d'interactivité lors de cette session de webinaire. Et je précise déjà que ce webinaire sera disponible en replay via Indeed et via RH Matin. Et vous pouvez aussi mettre des petites réactions, ce qui est nouveau avec ce site. Donc, vous voyez un petit pouce en bas. On peut mettre des pouces, on peut mettre des cœurs.
On peut mettre aussi des smileys qui rigolent. Là, je ne saurais pas trop comment le prendre si c'est le cas. Voilà, n'hésitez pas du coup à communiquer, interagir avec nous. Ce que je vous propose, Eric, ce que je te propose, c'est de démarrer sur la dimension un peu globale de définition et de contextualisation du bien-être en entreprise. On a une série de slides à vous présenter pour vous présenter un peu ce cadre. Ça marche, merci. Donc, on voit ce titre des collaborateurs épanouis et motivés, le Graal, parce que c'est un objectif idéal pour tout le monde, qu'on pense parfois inatteignable. Et donc, on va montrer non seulement ce que c'est, quelles sont les attentes et quels sont aussi les bénéfices qu'on peut en tirer. Le bien-être au travail, c'est un droit, ce n'est pas un privilège. Donc, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. C'est que beaucoup d'entreprises se disent ouais, bah, ok, je m'occuperai du bien-être au travail si j'ai le temps, mais une fois que j'aurai géré l'efficacité et la productivité de mon entreprise, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises les plus performantes, et on va le voir au long de cette présentation et de ce rapport, ont fait du bien-être au travail un indicateur clé dans leur stratégie. Et donc, ce n'est pas uniquement après coup qu'on décide, une fois qu'on a de l'argent, une fois que l'entreprise est mature, par exemple, etc., qu'on décide de s'occuper du bien-être au travail. Les entreprises et les patrons les plus performants le font dès le début. Et donc, c'est parfaitement intégré à la stratégie de l'entreprise. Indeed s'engage à mesurer et à comprendre le bien-être au travail. C'est souvent une donnée inqualifiable et qu'on a du mal à mesurer. Quand je discute avec beaucoup de RH, et justement, vous pouvez mettre vos commentaires pour savoir si vous avez des KPI dans votre entreprise, si vous le mesurez, comment vous le mesurez ou si vous n'arrivez pas à le mesurer. 9 fois sur 10, en gros, on me dit bah, non, mesurer le bien-être au travail, c'est compliqué. Je ne sais pas comment faire. Ou à minima, ce qu'on retrouve quasiment partout, c'est de dire bah ouais, il y a une petite enquête qualité de satisfaction qu'on sort une fois par an pour savoir si les gens, en gros, sont heureux ou ne sont pas heureux. Et rarement de façon anonyme déjà, alors ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on va dire ouvertement, alors qu'on ne l'a peut-être pas dit directement à son manager, une fois par an, non, non, je ne suis pas bien, je suis stressé et je ne m'entends pas avec mon manager. Donc, toujours compliqué. Donc, il faut trouver le bon format et trouver le bon rythme aussi pour avoir ces KPI. Donc, on a décidé, puisqu'on a vu que c'était une demande très, très forte de la part des salariés et des candidats, ce bien-être au travail, de lancer une étude à l'échelon mondial. Et c'est la première fois qu'on fait une étude aussi importante. Donc, c'est une étude qu'on a fait sur 4 ans, ce qui est très intéressant, puisqu'il y a 4 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il s'est passé vaguement quelque chose dans le monde, tout court, qui s'appelait le Covid. Et donc, on a lancé cette étude au moment du Covid, enfin juste avant d'ailleurs. On l'a fait dans 19 pays, ce qui est intéressant aussi parce que beaucoup d'études concernent souvent qu'un pays ou qu'une zone géographique, ou sensiblement à peu près toujours les mêmes pays de l'OCDE. Donc là, 19 pays, on a une zone assez large. Et ça concerne donc 25 millions de personnes. Donc, une étude approfondie dans le temps, avec de la donnée brute, et qu'on a analysé avec l'université d'Oxford, qui a un département dédié, reconnu dans le monde entier sur le bien-être au travail, et donc qui a pu analyser finement ces données. Et donc, on va vous en faire une première restitution en avant-première. Et c'est effectivement une belle étude, Eric, parce que c'est vrai que vous avez un partenaire de référence avec l'université d'Oxford. C'est sur une durée assez longue, donc ça permet quand même de voir un peu l'évolution sur 4 ans. Et le spectre géographique est large. Je tiens à préciser que naturellement, sur les 19 pays que vous couvrez, la France est intégrée dedans. Absolument. Donc, ce qu'on voit à travers cette étude, déjà, c'est la définition du bien-être au travail. Donc, juste d'avoir une définition, c'est quand même important. Et donc, il y a 4 points importants qu'on retrouve ici à gauche. Un salarié est épanoui s'il indique avoir une vision claire de ses objectifs. Ça, c'est la première chose. Ça paraît basique, mais en gros, je sais à quoi je sers, je sais quelle est ma contribution. Deuxièmement, être satisfait de son emploi. Donc, il y a un degré de satisfaction de son job qui va être défini. Être heureux, se sentir heureux dans son job la plupart du temps, parce que bien sûr, on n'est pas non plus dans le monde
bisounours. Et tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a toujours un monde de nuances. Mais globalement, la plupart du temps, je me sens bien dans mon travail. Et quatrième point, ne pas se sentir stressé au travail. Pareil, la plupart du temps, mécaniquement, là aussi, on peut avoir des zones de stress. Donc, l'étude a été réalisée autour de ces 4 points. Et donc, c'est ce qu'on retrouve à droite. En gros, bonheur, sentiment d'utilité, stress et satisfaction, qui sont les 4 points sur lesquels il faut agir pour définir, entre guillemets, ce qu'est le bien-être au travail et agir auprès de ses salariés. Alors Eric, on a 4 facettes sur la définition du bien-être au travail, mais on parle aussi souvent de santé mentale en entreprise. Du coup, quelle nuance vous apportez du côté d'Indeed sur cette dimension par rapport à la définition que vous avez retenue? Alors, sauf erreur de ma part, on est en pleine semaine justement de la santé mentale, donc on en parle beaucoup, encore plus en ce moment, et c'est une bonne chose. Et les deux sont totalement indissociables, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous travaillez sur le bien-être au travail uniquement à travers le prisme de la qualité des locaux, du baby-food, de la qualité de repas du midi, mais que le management est toxique et que ne vous vous occupez pas de la santé mentale de vos salariés, ça ne fonctionnera pas. Ce que révèle cette étude aussi, c'est qu'il n'y a pas de frontière perméable entre la vie pro et la vie perso. Vous savez, cette fameuse phrase qu'on entend souvent quand vous arrivez au travail le lundi ou un autre jour que le lundi d'ailleurs et que vous n'êtes pas bien parce que vous avez des problèmes personnels, que vous tentez d'en parler à vos collègues ou à votre manager et qui vous dit gentiment, tu sais quoi, tes problèmes perso, tu es gentil, mais tu les laisses à la porte de l'entreprise. Là, tu es au travail et je te veux à 100% avec moi. Bah, c'est bien de le dire, mais c'est juste impossible. On emmène forcément ses problèmes perso au travail, en partie, et on emmène une partie de ses problèmes pro chez soi également. Donc, on voit bien que quand on est en vie de couple, en vie de famille, quand ça se passe bien au travail, toute la famille en bénéficie. Quand ça se passe mal au travail, toute la famille en subit les conséquences. Et ben, c'est la même chose aussi côté entreprise. Et donc, il faut que l'un et l'autre aillent un peu plus l'un vers l'autre, puisqu'il n'y a en effet pas de frontières qui existent entre ces deux mondes. Et donc, il faut traiter le sujet de la santé mentale, mais on va y revenir un peu plus loin. Oui, c'est évident que c'est difficile de dissocier la vie professionnelle de la vie personnelle lorsqu'on franchit le seuil de la porte du bureau. C'est beaucoup trop compliqué. En tout cas, ça ne se passe jamais comme ça. Je voulais juste préciser que sur cette question de santé mentale, ça reste la grande cause nationale 2025 en France. On a changé de gouvernement et de Premier ministre, mais par contre, cette grande cause nationale demeure avec le nouveau Premier ministre François Bayrou. Alors, vous allez voir pourquoi c'est aussi une grande cause nationale et que c'est un vrai sujet. On va en parler justement au cours de ce webinaire. Eric, je te propose de passer sur la deuxième séquence sur les principaux enseignements de l'étude et on va effectivement faire un distinguo rapide entre ce qu'on aperçoit dans le monde et ce qui se passe en France. Oui, alors on voit toujours le verre souvent à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Au niveau français, on a, comme tu le disais tout à l'heure, seulement 26% des gens interrogés qui se sentent épanouis au travail. Moi, je dirais que c'est quand même bien d'avoir 26% de gens qui cochent toutes les cases. Donc, c'est les 4 critères qu'on a montrés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut être sur les 4 critères OK pour être dans ces 26%. En gros, si je reviens sur la slide d'avant rapidement, si vous êtes globalement satisfait de votre emploi, mais pas tout le temps, que vous vous sentez heureux, mais que vous vous sentez stressé régulièrement et que la vision de vos objectifs n'est pas claire, vous ne rentrez pas dans ces 26%. Il faut vraiment être sur chacun de ces 4 critères dans une note. En gros, la note, ça va de 0 à 5, entre 4 et 5 à chaque fois. Donc, avoir un bon niveau de visibilité sur ces 4 critères pour ressortir sur ces 26%. Et aussi pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est qu'à l'échelon mondial, c'est plutôt 22%. Donc en France, on n'est pas pire que les autres, on est même plutôt au-dessus de la moyenne et donc c'est une bonne chose. Et une fois de plus, le monde est fait de nuances. Donc ça veut dire qu'une grosse partie est dans une nuance au milieu et donc ne se sentent pas totalement bien au travail ou totalement insatisfaits aussi. Voilà. OK ? Oui, mais ce qui veut dire que quand même, il y a quand même des grosses questions quand même à se poser quand même sur l'épanouissement des travailleurs en milieu professionnel, parce que ça reste quand même
une proportion non négligeable, mais il y a quand même une grande proportion derrière où on peut se poser des questions sur les stimulations au niveau professionnel. Après, si on revient une fois de plus sur la slide d'avant, hein, c'est-à-dire que logiquement, on ne devrait pas être à 26%, mais on devrait être quasiment à 100%. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir des objectifs clairs de son travail, savoir à quoi il sert, travailler dans de bonnes conditions, se sentir utile et manager correctement. Et là, on aurait pour le coup un taux qui augmenterait beaucoup plus fort, quels que soient les métiers. Ce qui est important, c'est, vous l'avez entendu aussi, notamment quand tu parlais de santé mentale tout à l'heure, Philippe, et notamment chez les publics les plus jeunes, les hôpitaux, les cliniques, les centres psychiatriques sont débordés aujourd'hui depuis le Covid. Alors, post-Covid, il y a eu des traces indélébiles laissées sur les personnes les plus fragiles. Et donc, on voit, donc là, c'est un index de 0 à 100, que le niveau de bien-être au travail dans le monde a été impacté aussi depuis la pandémie, puisqu'on voit que l'index, justement, a démarré là avant 2020. On voit donc l'effet direct post-pandémie. Et donc, en fait, il n'a fait que baisser cet index. Et on voit aujourd'hui une espèce de stabilisation. Mais en gros, on ne retrouve pas le niveau de satisfaction et de bien-être au travail qu'on avait avant la pandémie. C'est pour ça que c'est toujours un repère important parce qu'il y a eu quand même énormément de conséquences, parfois positives, mais aussi négatives de cette époque Covid. Ouais, on aurait pu imaginer une remontée. Je regardais le slide, là, ça commençait à remonter à partir de 2023, mais là, du coup, en 2024, c'est redescendu. Donc, c'est vrai que Ouais. Alors, la remontée ne sera pas automatique. Ouais. Après, il y a plus côté santé mentale. C'est pour ça que je disais que c'est difficile de distinguer les deux parce que ça a un impact aussi. Sur l'aspect santé mentale, il y a tout l'aspect environnemental qui joue. Donc, sur les changements climatiques, sur les changements politiques, géopolitiques, etc., peuvent aussi avoir une influence. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Et donc, ça joue aussi sur le côté bien-être tout court au sens large. Et donc, ça influe aussi sur le bien-être au travail parce qu'il y a aussi de l'incertitude économique au sein de son entreprise. Ça peut augmenter le niveau de stress, le niveau d'angoisse, etc. La bonne santé mentale des salariés est donc en net recul. Aujourd'hui, on a un salarié sur deux qui déclare que leur état psychologique s'est dégradé au cours des dernières années. Donc, c'est quand même préoccupant. Et quasiment un salarié sur deux aussi qui craignent pour leur santé mentale. Donc, ça devient vraiment un enjeu majeur que de se sentir bien dans sa tête. On parle beaucoup d'être bien dans son corps depuis des années. Là, c'est aussi la période où les salles de sport font énormément de promos après les fêtes pour dire, tiens, vous avez pris un peu de poids, allez, je vous offre 3 mois gratuits, occupez-vous de votre corps. Être bien dans son corps et dans sa tête, hein, c'est une expression vieille comme le monde, et l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, il y a eu aussi une prise de conscience peut-être plus importante aujourd'hui de ce bien-être mental, de cette santé mentale qui est vraiment importante. Et c'est vrai que la charge mentale est peut-être plus importante qu'avant, notamment influencée par les médias que nous sommes tous. C'est-à-dire qu'il y a un flot d'informations qui est très, très important, que parfois on choisit et que parfois on subit, et qui peuvent aussi jouer un rôle, là aussi, une fois de plus, souvent sur les populations les plus fragiles, qui subissent et qui n'ont pas forcément la maturité de choisir les flux d'informations et le sens critique aussi pour analyser le vrai du faux. Ouais, on manque encore un peu de recul sur ce qui s'est passé par rapport à la période Covid-19, mais il est évident qu'il y a encore il y a beaucoup d'éléments structurels qu'il faut encore analyser pour comprendre concrètement comment on a vécu de manière individuelle cette période assez compliquée pour tous. Quand on regarde un peu plus dans le détail, donc ce qui peut générer de l'insatisfaction dans le bien-être au travail, le principal facteur, on le voit ici à 59%, c'est le stress. Donc il y a plein de formes de stress différentes, plein d'interprétations différentes aussi. Je reviens sur les KPI. Pareil, si vous faites une étude annuelle pour mesurer le bien-être de vos collaborateurs et que vous posez juste la question, est-ce que vous vous sentez
stressé, oui, non, peut-être, ou plus ou moins avec, je ne sais pas, 3 niveaux, bah, ça va être compliqué parce qu'il y a des gens qui vont se dire stressés et qui, en fait, trouvent que c'est plutôt du bon stress ou que ce n'est pas très grave ou arrivent à le relativiser. Et d'autres vont mettre le curseur au même endroit, mais ça va être extrêmement préoccupant pour eux et ce n'est pas la même forme de stress. Donc, la notion de stress est vraiment à définir dans votre entreprise pour comprendre les causes de ce stress, parce qu'on va y revenir aussi après, mais sur les arrêts maladie, sur la santé physique aussi. On sait que le stress génère énormément de problèmes. Hein. Les maux de crâne, les maux de dos, notamment les maux de ventre, etc., sont souvent liés au stress. Tous les médecins vous diront que c'est l'une des premières causes d'un certain nombre de maladies. Et on a, après, on le voit derrière, donc le bonheur et la satisfaction, donc qui sont des choses. Le bonheur au travail, c'est toujours un peu compliqué. On ne va pas forcément au travail pour être heureux, mais au moins travailler dans de bonnes conditions. Donc là aussi, il y a une définition du bonheur au travail, en tout cas d'équilibre à trouver, comme la satisfaction au travail. C'est peut-être, certains diront, plus facile dans certains secteurs d'activité que dans d'autres, dans certains métiers que dans d'autres. Par contre, une chose, un point, moi, que je tiens à souligner, parce qu'il ressort très, très souvent en termes d'attractivité de certains métiers, c'est le sentiment d'utilité. Et on voit sur un certain nombre de métiers, notamment sur lesquels on avait fait des études, des métiers de professeurs des écoles ou des métiers de la santé, par exemple, les infirmiers ou les infirmières. On a fait un certain nombre d'études pour savoir jusqu'à quel niveau de salaire, par exemple, il fallait augmenter parce qu'il y avait un niveau d'insatisfaction très fort. En gros, il fallait augmenter et réajuster ces métiers-là, mais au-delà de 15%, 20% d'augmentation maximum, on voit que ça ne faisait pas la différence. Ce qui fait vraiment la différence sur ces métiers, c'est le besoin et le sentiment d'être utile et d'être reconnu et d'être valorisé. Et donc, sur tout un tas de métiers, même si vous êtes très bien payé, si vous vous sentez inutile, pas reconnu et pas valorisé, ça ne fonctionnera pas. Et donc, c'est très, très important de travailler sur ces critères-là parce que ça fait vraiment la différence. Oui, la définition même de stress, c'est pas forcément évident à cerner, hein, parce que quelque part, on pourrait aussi considérer le stress comme un atout pour avancer, pour être plus efficace en entreprise, mais faut juste que ça ne devienne pas angoissant. Et c'est là tout l'exercice devient beaucoup plus difficile. Hein. Exactement. Alors, le et donc, focus sur les arrêts maladie, c'est assez intéressant, ça. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait un lien direct de cause à effet. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement s'est emparé de ce sujet-là. Parce que quand les arrêts maladie augmentent, eh ben, il y a un impact pour l'ensemble de la société au sens large, donc l'entreprise et la société. Qui dit arrêt maladie dit une augmentation du déficit de la sécurité sociale parce qu'il faut payer des jours d'arrêt, dit une baisse de la productivité et de l'efficacité pour les entreprises. En plus, il y a plusieurs formes d'arrêt, donc remplacer quelqu'un, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, voire c'est impossible dans certains métiers, ça dépend de la nature et de la durée des arrêts aussi. C'est compliqué pour celui qui est arrêté aussi. Et donc, il y a un enjeu réel en termes de performance économique et en termes de performance sociale aussi, si on parle uniquement de perf. Et donc, on voit que les courbes que j'ai montrées tout à l'heure, le fait que le stress augmente, que le bien-être au travail, la santé mentale, tout ça, c'est des indicateurs qui se dégradent depuis 4 ans. Et on voit que rien que sur le premier semestre de l'année dernière, on attend les chiffres consolidés pour le deuxième semestre 2024, mais ça va être sensiblement la même chose, a priori. Les arrêts maladie ont progressé de 8,5%, ce qui est quand même juste énorme. Ça, c'est la source de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et les causes invoquées des arrêts maladie, donc on a fait, nous, une étude pour essayer de creuser un peu, parce que vous avez l'arrêt officiel avec le motif de l'arrêt qui est mis sur ce fameux papier orange, ce CERFA, de creuser un peu ce sujet-là. Et on voit que de très très loin, il y a 2 choses qui ressortent en premier comme cause de ces arrêts maladie. Un, c'est la démotivation, et 2, c'est le mal-être général. Alors le mal-être général dans la société, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En gros, je ne suis pas bien dans ma peau, je me sens stressé, je sais pas, je vis seul, je n'arrive pas à avoir une vie de couple, je suis angoissé par pas mal de choses. Donc, l'environnement global, sur lequel, pour le coup, l'entreprise ne peut pas faire grand-chose, mais a un rôle à jouer. Et la démotivation, là, c'est clairement lié aussi au monde de l'entreprise. Donc, avoir le bon job dans lequel je suis reconnu, dans lequel je suis utile, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mon métier a du sens, je sais à quoi je sers, et j'ai un métier qui n'est pas trop stressant, on va pouvoir travailler sur ces 3 leviers,
la démotivation, le mal-être général en deuxième, et en troisième, les conditions de travail dégradées. Donc, on voit que c'est quand même un poids très, très fort, et donc que par définition, les managers et les entreprises ont un rôle à jouer pour réduire ce taux d'arrêt maladie. Alors, naturellement, c'est assez lié avec les premières statistiques qu'on fournissait sur le taux d'enthousiasme en épanouissement professionnel. On revient sur ces stats, mais c'est vraiment les plus importantes. 22% des actifs qui sont épanouis professionnellement dans le monde, 26% en France. Là, vous avez une partie des explications. Ce qui se passe derrière, c'est quand même assez intriguant. Et effectivement, Eric, tu as raison de signaler que ça ne va pas beaucoup s'arranger sur le volume d'arrêt maladie sur la fin de l'année 2024. Et c'était un sujet, naturellement, qui préoccupe aussi le gouvernement pour des raisons budgétaires. Et je pense que les prochains débats, on va pas y échapper au Parlement. J'avais juste une petite stat, Eric, sur les 61%. Il y a 61% sur la slide précédente concernant la paresse. C'est quand même assez impressionnant aussi comme cause invoquée pour arrêt maladie. Ouais, enfin, 71%, alors ce n'est pas un motif officiel, ce que je disais tout à l'heure, la paresse, mais la paresse, c'est aussi une fatigue réelle. Je cite souvent cet exemple parce que je l'ai entendu là, il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que quand vous appelez votre patron et que vous dites je vais avoir du mal à venir au travail, est-ce que je peux être en télétravail aujourd'hui parce que j'ai des courbatures, j'ai mal au crâne, j'ai l'impression d'avoir chopé la grippe, votre patron vous dit surtout reste chez toi, quoi. Pose 2-3 jours, déjà parce que tu ne vas pas être en état, tu vas potentiellement contaminer les autres. Par contre, quand ça concerne la santé mentale, on peut avoir les mêmes symptômes, ce sentiment de paresse, genre j'arrive pas à me lever. Enfin, moi, je l'ai toujours dit, quand on a le luxe d'avoir tous les matins envie de se lever pour aller travailler, c'est un luxe, mais ça ne devrait pas être un luxe. Je crois que vous l'avez tous vécu, tous ceux qui m'écoutaient là, mettez un pouce ou mettez un commentaire, mais le jour où vous n'arrivez plus à vous lever le matin, parce que justement, votre métier n'a pas de sens, parce que vous n'avez pas envie d'être dans votre entreprise, parce que votre métier ne vous plaît pas, parce que vous détestez votre manager, etc. On l'a tous vécu. Et donc, c'est ce qui ressort aussi à travers ces 71%, c'est de dire, en gros, j'y arrive pas, quoi. J'ai plus l'énergie. Et quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on n'a plus l'énergie, on n'a pas la pêche, on n'arrive pas à se lever. Et moi, j'ai connu ça dans mon expérience professionnelle. Ça fait quelques années que je bosse maintenant. Il y avait des jobs où j'étais très bien payé, où a priori tout allait bien, je n'arrivais pas à me lever le matin. J'avais du mal à dormir, etc. J'étais tout le temps fatigué. Et quand vous faites un job qui vous plaît, dans une boîte dans laquelle vous vous épanouissez, etc., vous pouvez dormir moins, vous pouvez être fatigué, vous vous levez le matin, vous avez la pêche, vous avez envie parce que vous adorez ce que vous faites, quoi. Et ça, c'est pas si facile que ça. Et donc, il y a à la fois, chacun doit être acteur de sa carrière, entre guillemets, faire les bons choix, etc. Mais l'entreprise et la société au sens large a aussi un énorme rôle à jouer, quoi. Et du coup, là, c'est vrai, ça commence au niveau de l'interactivité sur la partie chat. Cette dimension de paresse fait réagir. Est-ce qu'on parle de paresse ou de burn-out? Alors, le burn-out, c'est… Le bore-out, ça dépend, comme on veut. Ouais, en fait, le burn-out ou le burn-out, c'est la finalité, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau de paresse et qu'on n'y arrive pas, c'est déjà les prémices du burn-out. Le burn-out, c'est quand vraiment on ne peut plus. Et que là, on ne se lève plus, on s'arrête. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur le burn-out. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Quand vous avez des premiers arrêts, etc., que les gens n'y arrivent plus, il est vraiment temps, je sais que c'est facile à dire, mais de changer de job, de faire autre chose. Quand on arrive au burn-out, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, on en a pour très longtemps et on a des séquelles pendant très longtemps. On doute de soi, on a du mal à se remettre en mouvement. Tous les gens qui ont vécu un burn-out vous le diront, ça prend en moyenne 2 à 3 ans, donc c'est quand même considérable. Quand on commence à avoir 2-3 ans de trous, entre guillemets, sur son CV aussi, il faut se justifier auprès des prochains recruteurs. C'est vraiment un espèce de coup d'arrêt. Et donc, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment s'écouter, écouter son corps, écouter son esprit, en parler. Je sais que c'est compliqué parce que c'est un sujet hyper tabou dans les entreprises, mais quand on n'est pas bien, et si vous avez une entreprise qui est bienveillante, un manager qui est bienveillante,
et ben, il y a une discussion qui commencera. Si vous voyez qu'il y a une fin de non-recevoir et qu'on commence à se foutre de vous parce que vous dites que vous n'êtes pas bien, que votre santé mentale, ceci, cela, eh ben, ça veut dire qu'il faut changer de job et d'entreprise parce que c'est vous qui allez vous perdre dans ce job-là, quoi. Voilà. Effectivement, on a débordé un petit peu sur les prochains slides sur la dimension de santé mentale et de burn-out, mais on va y revenir sur ces volets. Et justement, on parle de burn-out. 71% des salariés interrogés témoignent des cas de burn-out au sein de leur entreprise, dans leur propre équipe ou parmi d'autres départements. Donc, autour de 2, c'est plus de 7 actifs sur 10, c'est quand même juste énorme. Et un tiers des salariés interrogés est ou a été personnellement touché par le burn-out. 37% chez les femmes, 43% chez les moins de 35 ans. Je vous parlais tout à l'heure de public fragile. Les jeunes sont les publics les plus sensibles à ces phénomènes-là. Notamment quand on est jeune, on a besoin de faire ses preuves, on arrive sur le marché de l'emploi. Contrairement à ce qu'on dit, parce que moi j'entends tout et n'importe quoi sur les jeunes, on aime bien opposer les générations, donc les jeunes sont feignants, tatati, tatata, etc. C'est pas vrai, les jeunes ne sont pas plus feignants qu'avant. D'ailleurs, quand on sort des études, on montre bien qu'ils sont peut-être un peu plus exigeants aujourd'hui parce qu'ils ont un peu plus le choix, parce que le marché de l'emploi est plus dynamique, mais ils ne sont pas plus feignants que les autres et ils ne sont pas moins sensibles qu'avant. La preuve à travers ces statistiques. Donc oui, donc c'est vrai qu'on essaye quand même au fur et à mesure d'affiner ces statistiques sur cette dimension de santé mentale en péril et parfois de burn-out, mais c'est vrai que là, sur la période post-Covid-19, autant on aurait pu imaginer que juste après cette période, il y a eu un pic et ça a été le cas, mais en fait, ça perdure. Donc il y a forcément quelque chose qui s'est passé, qui s'est transformé sur le marché et qu'on doit encore affiner les analyses pour bien comprendre ce genre de situation. Absolument. Je vais juste rebondir sur le chat. Oui, Hervé, ce n'est pas facile d'aimer ce qu'on fait, etc. Je sais que ce n'est pas évident et c'est ce que je dis. Il y a une part de responsabilité qui nous incombe plutôt que de subir, essayer de trouver un meilleur job, une meilleure boîte, mais ce n'est pas facile pour tout le monde, ce n'est pas facile sur tous les territoires et tout le monde n'en a pas forcément la capacité. Donc, il faut être là aussi accompagné. C'est là où la santé mentale et l'environnement personnel peut jouer beaucoup. Si vous avez un conjoint qui va vous aider, vous motiver, ou à l'inverse, qui ne vous encourage pas à changer d'emploi, ou si vous êtes seul, c'est forcément plus compliqué. Donc, bien sûr, ce n'est pas si simple que ça. Je dis juste que, autant que faire se peut, essayez de ne pas subir et d'écouter ces signaux précurseurs avant d'arriver dans une situation où vous allez être trop fatigué, épuisé. Parce que là aussi, pour se vendre, il faut être dans une bonne dynamique. Et donc, quand vous êtes en situation de burn-out ou de pré-burn-out, vous êtes fatigué, vous êtes stressé et que vous cherchez un autre job, vous commencez à douter de vous-même, vous avez un manager toxique qui vous descend en flèche. Franchement, c'est compliqué, ça se voit, ça transpire. Et donc, c'est compliqué. Et je rejoins aussi sur ce que dit Catherine. En effet, les trous dans le CV, ce n'est pas dramatique. Je vous rejoins à 10 000%. Culturellement, en France, ce n'est pas encore le cas. C'est encore mal vu, mal perçu. Alors que dans les pays anglo-saxons, justement, on ne fait pas rien. C'est-à-dire qu'on apprend des choses. Ou par exemple, le congé parental, que je cite souvent en exemple, parce que c'est souvent les femmes qui sont discriminées quand il y a une période d'interruption professionnelle sur le CV. Quand on devient parent, c'est aussi valable pour les papas, mais quand on devient papa ou maman, on déploie énormément d'énergie, on apprend plein de nouvelles choses et donc on acquiert un certain nombre de nouvelles compétences. Et donc, il y a plein de gens qui n'osent pas le mettre dans le CV. Pourtant, je peux vous garantir qu'il faut le faire et il y a des recruteurs qui évoluent sur ce sujet-là et qui y sont sensibles. Et sur les salariés aidants, justement, je voulais y venir parce que quand on parle de santé mentale, certaines entreprises, alors il y a AXA qui est très, très à la pointe sur ce sujet-là et j'échange beaucoup avec eux et je les remercie parce qu'ils font un vrai travail de fond. Le sujet des aidants, il faut savoir qu'aujourd'hui, 1/5 des actifs en France sont des aidants. D'ici une dizaine d'années, ça sera 1/3 des personnes. Donc la population vieillit. C'est souvent, quand on est aidant, pour accompagner un proche vieillissant. Et ça peut être pour un enfant handicapé, pour quelqu'un de malade, etc. Et là aussi, c'est un énorme tabou en France. On n'ose pas le dire. Donc, on prend sur soi. Et donc, on a deux vies, une zone de stress qui est énorme, une charge mentale qui est considérable. Et quand vous avez des entreprises
qui travaillent ce sujet-là. Donc, sur les pages entreprises Indeed et Glassdoor, celles qui travaillent dessus commencent à le dire, à l'exprimer. Donc, regardez dans les notes et les avis, c'est quand même indiqué aujourd'hui. Si vous avez à choisir votre prochain employeur, c'est une décision à prendre en compte. Parce que il y a des entreprises qui aménagent les horaires de travail, sont capables de vous écouter, de vous aider, de vous accompagner. Et on sait qu'un salarié sera forcément reconnaissant quand il arrive à trouver cet équilibre entre la situation d'aidant et sa situation professionnelle, sachant que plus de 60% des aidants sont souvent obligés de démissionner, sont obligés de faire un choix parce qu'ils n'arrivent pas à concilier les deux. Et donc, ils préfèrent perdre leur boulot, même si c'est un boulot qu'ils aiment, pour se consacrer à ce rôle d'aidant qui n'est pas un statut d'ailleurs et qui n'est pas reconnu officiellement en France. AG2R aussi, nous dit Catherine, qui doit travailler peut-être chez AG2R, mais on voit que les sociétés d'assurance sont forcément en première ligne sur ce sujet. Et donc, si elles le font pour leurs salariés, c'est une très bonne chose. Il doit y avoir un lien, effectivement. Eric, je reprends ta statistique. 60% des salariés aidants sont obligés de démissionner parce qu'ils n'arrivent pas finalement à faire la jonction entre leur mission professionnelle et les soins personnels accordés à leurs proches. Oui, absolument. C'est très impressionnant, ça aussi, comme statistique. Ouais. Ceux qui sont aidants sur la durée, parce qu'il y a parfois, on peut être aidant sur une durée assez courte, entre guillemets, mais ceux qui sont aidants à temps plein, entre guillemets, pour un proche et sur une période un peu longue, à un moment donné, on n'arrive pas à concilier les deux, c'est vraiment impossible. Si vous avez des aidants autour de vous, parlez-en, vous verrez que c'est souvent le cas. Les gens prennent à minima un mi-temps et souvent se disent, en fait, j'ai mon conjoint qui va travailler et moi, je vais m'occuper de cette personne-là parce que c'est vraiment compliqué, quoi. Oui, là, donc, voilà une vraie facette très, très concrète de l'imbrication entre les soucis qu'on peut apporter dans la vie professionnelle et qui se rapportent à l'environnement personnel. Voilà, les salariés aidants, on est en plein dedans. C'est difficile de faire la part des choses entre le travail et la vie personnelle. Je propose d'avancer, Eric, parce que c'est vrai qu'on commence un peu à déborder, mais bon, on devrait y arriver sur les slides. Je parlais tout à l'heure de stigmatisation et de peur d'en parler. C'est ce que montre aussi cette statistique. Donc, la peur de jugement et de la stigmatisation est un frein majeur à la libération de la parole. 77% des salariés interrogés éprouveraient un sentiment négatif, la honte, la peur ou un manque de confiance en eux, s'ils se faisaient arrêter pour burn-out. Donc, en gros, c'est le phénomène de la cocotte minute dont on parle tout le temps. On prend sur soi, on se dit j'ai pas le droit d'être faible. Si je suis en arrêt, c'est montrer aussi que j'ai une forme de faiblesse, alors que c'est une maladie comme une autre, entre guillemets, et qu'il y a des causes réelles et des conséquences réelles. Mais il y a une espèce de tabou autour de ça, et notamment quand on a été arrêté pour burn-out, ils sont un peu plus de la moitié à dire qu'ils craignent aussi d'être placardisés, c'est-à-dire revenir au travail, ça va être compliqué parce qu'on va être mal vu, on va être considéré comme quelqu'un de faible et de fragile. Oui, non, mais c'est important, cette dimension. Est-ce que c'est reconnu ou pas par les directions d'entreprise, cette dimension de burn-out? Là, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, les participants, si vous avez des commentaires sur le sujet, est-ce que vous pensez que du côté de vos entreprises, le burn-out est reconnu comme tel ou c'est finalement quelque chose qu'on met un peu sous le tapis? N'hésitez pas à réagir sur ce point-là parce que c'est vraiment très intéressant. C'est un vrai sujet d'actualité. Alors, ce qu'on voit à travers cette slide, c'est qu'en gros, on voit que quand même une grosse partie des entreprises en parlent, en tout cas considèrent que c'est un enjeu important, mais une fois de plus, pas prioritaire. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début du webinaire, les entreprises les plus performantes en font un objectif prioritaire. C'est-à-dire qu'elles ont clairement compris avec les bons KPI que si c'était un sujet prioritaire et non négociable, ça avait un impact réel sur la performance de l'entreprise. Donc, les patrons ne sont pas philanthropes. Et honnêtement, c'est ce qu'il faut dire et faire remonter, c'est que ce n'est pas juste pour faire de la bienveillance. Alors oui, c'est aussi de la bienveillance, c'est bon pour la marque employeur, c'est bon pour l'image de l'entreprise, mais honnêtement, c'est aussi bon pour les patrons et pour les actionnaires. Et c'est ce qui est en train de se passer, on y reviendra tout à l'heure, dans un certain nombre d'entreprises, et notamment aux États-Unis, où ça devient un indicateur clé, parce qu'une entreprise qui traite bien ses salariés, mécaniquement, c'est moins de turnover, c'est plus de productivité, c'est une amélioration de l'attractivité, et donc c'est une entreprise qui est bien plus compétitive et performante.
Alors, on va revenir du coup, Eric, effectivement, sur ces points avec une partie recommandation. On va vous fournir quelques pistes pour développer le bien-être au travail. Si je ne me trompe pas de slide, Eric, non? Oui, alors c'est juste pour terminer là-dessus, mais dire que, voilà, en gros, on a moins de la moitié des salariés qui se sentent considérés et pris en charge par leur entreprise sur ces sentiments de santé mentale, de bien-être au travail. Donc, on voit qu'il y a une marge de progression qui est assez importante. Donc, pour favoriser un environnement de bien-être au travail, il faut travailler donc, le besoin de croissance, donc l'apprentissage, la réussite, la motivation. Rien de pire que d'être dans une entreprise et d'avoir le sentiment d'être laissé de côté, de ne plus être formé, de ne plus avoir de perspective d'évolution. On a aussi des besoins sociaux, donc le sentiment d'appartenance, d'inclusion, de soutien, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, etc. Il faut qu'on puisse être connu, reconnu et qu'on ait sa place au sein de l'entreprise. Et puis des besoins fondamentaux qui sont, ça a été dit dans le chat, une juste rémunération, un sentiment de confiance et de la flexibilité. Donc la confiance et la flexibilité, ça s'est encore plus développé avec le Covid, notamment quand on est en télétravail. Vous savez, le vendredi, quand on vous dit ouais, toi c'est facile, tu es en télétravail le vendredi, tu es en week-end, quoi. Tu es un week-end de 3 jours. Alors qu'à l'époque du Covid, au début, et que vous étiez 100% en télétravail, on ne se posait même pas la question de la confiance. Et d'ailleurs, la productivité avait explosé. Donc voilà, donc il faut travailler cette confiance, cette flexibilité aussi avec ses salariés, parce qu'on a de plus en plus, on a toujours eu besoin de flexibilité, mais là, ça devient un besoin important, notamment quand on est aidant, mais même quand on est parent ou quand on est même quand on est célibataire, je veux trouver un équilibre, je veux pouvoir faire du sport, etc. Si j'atteins mes objectifs, mes résultats, est-ce que c'est vraiment important, cette culture du présentéisme et d'être systématiquement au bureau jusqu'à 19h, quoi. Voilà, est-ce que je serai plus performant en étant plus présent physiquement? Ce n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne. Et donc, on voit que quand on travaille tous ces sujets de bien-être au travail, eh ben, on améliore la productivité. Je vais y venir avec des chiffres très concrets tout à l'heure. On améliore aussi le recrutement et plutôt des meilleurs talents. Et on améliore aussi la rétention, la fidélisation avec une limitation du turnover. Donc, tout ça a des impacts directs, je disais tout à l'heure, sur le business et sur la productivité des entreprises. Et on a fait donc dans cette étude différents liens. Donc là, vous avez des indices entre le bien-être au travail et un certain nombre de valeurs que sont, on le voit ici, alors je ne sais pas si vous arrivez en zoomant peut-être, en abscisse et en ordonnée. Donc sur le premier graphique, vous avez en bas donc toujours le bien-être au travail avec la valeur de l'entreprise. OK ? En deuxième, vous avez le bien-être au travail avec la rentabilité de l'entreprise. Et en troisième, le bien-être au travail avec les bénéfices de l'entreprise en milliards. Et donc, on voit très clairement qu'à chaque fois que l'indice de bien-être au travail augmente, on a systématiquement sur ces trois valeurs, la rentabilité, le bénéfice et la valeur de l'entreprise sur l'indice de capitalisation boursière, une augmentation directe. Donc, il y a un lien de cause à effet immédiat entre une entreprise qui travaille vraiment le bien-être au travail et ces trois indicateurs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, une entreprise n'est pas philanthrope, et donc quand elle voit ces indicateurs-là, très clairement, eh ben, ça commence à intéresser les fonds de pension et les actionnaires. Donc, c'est une bonne chose d'avoir des KPI parce que ça va devenir un objectif central et majeur pour un certain nombre d'entreprises. Et pour le démontrer, donc on a fait, dans un premier temps, donc je vous ai dit que cette étude, on l'avait fait dans 19 pays, 25 millions de personnes, et on a fait cet indice, un classement, un top 100 des entreprises aux États-Unis. Et on a mis le lien entre cet indicateur qu'on voit ici en bleu, donc du top 100, avec les entreprises du SP500. Donc, en gros, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, l'indice Russell 3000, le Nasdaq Composite aussi, pour voir le lien de cause à effet entre le bien-être au travail de ces entreprises et les autres. Donc, on voit que, oui, il y a une saisonnalité où tout le monde suit le même mouvement,
Par contre, on voit que les entreprises qui font partie de cet indice de bien-être au travail, ces 100 meilleures entreprises américaines, sont systématiquement au-dessus des autres en termes de valorisation, de capitalisation boursière, de performance. Et notamment, on le voit très clairement sur l'année 2021-2022, où l'écart était très, très important. Donc, il y a des moments où l'écart est plus important que d'autres. Mais systématiquement, donc, ces entreprises sont plus performantes que l'ensemble des autres entreprises de ces valeurs boursières. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des réactions là-dessus. Oui, c'est assez intéressant, hein, effectivement, ces focus entre la performance commerciale, boursière, hein, et le lien avec le bien-être en entreprise. On en discutait à la préparation de ce webinaire. On voyait aussi que sur des questions de diversité aussi, il y avait un impact sur la dimension de performance d'entreprise. Hein. Donc, il y a souvent des slides, des parallèles qu'on peut mener sur différents angles entre performance, bien-être et diversité en entreprise. Et donc, oui, c'est important d'avoir de la data et de la donnée parce que, comme la marque employeur, comme tout un tas de sujets, souvent, en fait, ce qui manque au RH, c'est des KPI. Et donc, quand vous n'avez pas d'indicateur, c'est compliqué d'expliquer à sa direction, d'expliquer au management qu'il y a un lien de cause à effet. Et quand on va consacrer du temps au bien-être au travail de ses salariés, ça va avoir un impact sur la baisse d'arrêt maladie, sur la baisse des burn-out, sur l'augmentation de la productivité, etc., etc. Donc, avec ces indicateurs qu'on est en train de mettre en place chez Indeed, l'objectif, c'est que ça soit démocratisé, que l'ensemble des entreprises puissent y avoir accès et que tout le monde y travaille pour le bénéfice de tout le monde. Voilà. Samy, je répondrai à votre question à la fin. L'objectif, c'est d'avancer sur la slide, mais je n'oublie pas et on répondra à votre question après. Donc, c'est important de mesurer le bien-être dans votre entreprise. Donc, c'est ce que je vous dis depuis le début. Mettez en place des indicateurs, mettez en place des enquêtes internes pour mesurer le stress, le besoin de reconnaissance, le désir d'évolution, la valorisation qui passe en effet parfois par le salaire, mais pas que par le salaire. D'ailleurs, quand on fait des études chez Indeed, on voit que ce qui est demandé par l'ensemble des salariés, c'est un salaire juste. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde le salaire avec la pénibilité ou le besoin de reconnaissance. Donc, il y a un tout. Et donc, je ne dis pas que le salaire n'est pas important parce qu'à la fin du mois, on a quand même un loyer, des choses à payer. Mais il ne fait pas tout. Et donc, il y a aussi les conditions de travail. Si je suis dans une entreprise où je suis un peu moins bien payé, mais on m'aide, on m'accompagne, j'évolue, j'apprends des choses, je suis bien considéré, j'ai envie de me lever le matin pour y aller, etc., ça joue énormément. Sachant que dans certains secteurs d'activité, il est compliqué d'offrir 20 ou 25% de salaire en plus que son concurrent, parce qu'il y a un prix marché aussi qui est indispensable. Cultiver une culture du bien-être en ciblant ce qui l'influence, donc on disait tout à l'heure, le sentiment d'appartenance, la motivation et l'inclusion. L'inclusion et le sentiment d'appartenance, ce n'est pas du wokisme. Hein. L'inclusion, c'est être soi-même dans l'entreprise. Je cite souvent cet exemple très franco-français, parce que si on se compare à des pays anglo-saxons, on est peut-être sur d'autres images. Mais juste en France, si vous êtes un jeune de moins de 25 ans ou un senior de plus de 55 ans, juste se sentir à sa place dans son entreprise. Et pas se dire, j'ai plus de 55 ans, je suis stigmatisé comme le vieux de la boîte ou le vieux du service. Ou j'ai moins de 25 ans, on m'appelle encore le stagiaire. Je suis une femme dans une entreprise plutôt masculine, systématiquement, je me prends des remarques négatives, etc. Donc, être soi-même, être inclus, se sentir bien dans l'entreprise. Le sentiment d'appartenance, c'est qu'il y ait un lien et qu'il n'y ait pas de fracture entre le monde et les valeurs de l'entreprise et les vôtres également. Et puis, le côté motivation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le besoin de reconnaissance, se sentir reconnu, se sentir utile dans l'entreprise, avoir des objectifs clairs, ce qui ressort sur les 4 critères du début. Et puis, de la motivation, ça passe par de la reconnaissance, de la valorisation qui peut être financière ou qui peut être aussi autre. Et donc, les éléments sociaux, notamment l'appartenance, l'inclusion, ont davantage d'influence que la rémunération et la flexibilité. Là aussi, désolé pour ceux qui veulent une augmentation, c'est toujours bien d'avoir une augmentation. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avoir un salaire juste, c'est indispensable. Mais on sait que l'effet d'une augmentation de salaire dure maximum 6 mois. Voilà, donc je vous ai augmenté de 20%. C'est un effet super bénéfique. Mais si vous travaillez dans de mauvaises conditions, que vous n'entendez pas avec votre manager, vous n'aimez pas votre job, ça ne suffira pas. Donc, on revient vraiment
à ces 3 premiers critères qui sont vraiment, vraiment indispensables. Et on voit que la rémunération, sur le long terme en tout cas, n'est pas l'élément le plus prédominant, à condition, bien sûr, une fois de plus, qu'elle reste acceptable, parce qu'on a tous besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête et besoin de se nourrir. Donc là aussi, bien sûr, selon les métiers, il y a des nuances à apporter. Hein. Je veux stigmatiser personne. Voilà, donc les 3 mots-clés, appartenance, motivation, et j'ai raté le 3e, mais il était tout aussi important, c'est inclusion, je crois, de mémoire. Exactement. Voilà. Et on va juste terminer avec cette slide avant de répondre à vos questions, mais une fois de plus, et encore une fois, les personnes clés qui ont un rôle à jouer sur ce bien-être au travail, ce sont les managers intermédiaires de premier niveau. Si vous avez une direction, une entreprise qui est très volontaire sur le sujet, mais que vous avez des managers toxiques intermédiaires, des gens qui ne sont pas formés à être un peu plus dans la bienveillance, dans la confiance, etc., c'est compliqué. Donc, il est facile de jeter la pierre sur les managers, mais il est la responsabilité des entreprises que de former, d'accompagner les managers à évoluer aussi, parce que quand on a toujours managé d'une certaine façon pendant 20 ans, c'est parfois compliqué de changer. Donc, à leur décharge, je peux comprendre que ce ne soit pas si simple. Et une fois de plus, ce n'est pas l'apanage des jeunes générations, hein, tout ce qu'on a parlé. Le bien-être au travail concerne tout le monde, toutes les générations. Et donc, il faut absolument former et être vigilant, parce que ces managers intermédiaires de premier niveau, ce sont eux qui ont le rôle le plus important à jouer là-dessus. Voilà. Donc, vous avez le rapport complet qu'on va vous remettre aussi en lien dans le chat et que vous aurez dans le replay, que vous pourrez retrouver en téléchargement sur notre site si vous avez des questions. Voilà. Et voilà, donc, le lien vient d'apparaître effectivement sur l'espace chat. N'hésitez pas à télécharger ce rapport qui est dense. Vous en avez déjà eu un bel aperçu avec Eric sur cette heure de session qui va bientôt se terminer. On va finir par une courte séquence de questions-réponses. Et Samy Benara, merci finalement de faire ces jonctions. C'est intéressant, ce problème de formation des managers de proximité, les fameux managers de proximité. C'est important de savoir gérer cette dimension de stress. Surtout que c'est un peu en lien avec une question que je voulais te poser, Eric, c'est que cette dimension de stress, si elle est subie par les managers, ça retombe quelque part aussi sur les collaborateurs en N-1. Donc, c'est quand même un engrenage qui est difficile à gérer en interne au sein des entreprises, des organisations. Ouais, depuis le Covid, on l'avait vu déjà à l'époque du Covid, les managers sont ceux qui subissaient le plus de stress et de mal-être au travail. Hein. Donc, si eux-mêmes ne sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur job, c'est compliqué aussi de générer du bien-être dans l'équipe. Donc, c'est pour ça que je dis et je répète, le management, c'est une compétence, ce n'est pas une finalité. Il y a plein de gens qui évoluent sur un poste de manager parce qu'ils étaient très bons sur leur poste précédent, ils étaient légitimes, ils ont l'ancienneté. Et donc, la finalité, c'est de les nommer managers. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas faits pour manager, quoi. Donc ça s'accompagne. C'est une population qui est en souffrance aussi. Donc, c'est vraiment la clé, en tout cas, une des solutions à travailler. Je rejoins aussi la question de Samy tout à l'heure. J'avais promis d'y répondre avant qu'on arrive à la fin de cette heure sur l'aspect télétravail. C'est quelque chose qui ressort énormément entre l'équilibre des postes télétravaillables et des jobs non télétravaillables. La confiance, elle concerne tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de postes qui sont télétravaillables et donc ça permet d'offrir un certain avantage en termes d'équilibre vie pro, vie perso pour ceux qui le peuvent. Quand on est en usine, par définition, on sait que son poste n'est pas télétravaillable. Okay, donc, on n'attend pas la même chose. Par contre, il y a plein d'entreprises qui ont travaillé là-dessus, notamment sur la semaine de 4 jours ou la semaine en 4 jours, qui peut être un des leviers pour travailler sur des postes plus opérationnels, à obtenir un peu plus de flexibilité. Sur certains métiers où c'est possible également, il y a des entreprises qui mettent un espèce de quota d'heures où, par exemple, je ne sais pas, vous avez une contrainte médicale pour un de vos enfants. On sait à quel point c'est compliqué d'obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, quasiment impossible d'en avoir le week-end. Vous obtenez un rendez-vous, je ne sais pas, un mercredi après-midi à 16h ou 17h. Globalement, vous êtes souvent obligé de poser votre demi-journée ou votre journée. Si vous étiez censé, je ne sais pas, quitter à 17h et que le rendez-vous est à 16h, si vous avez un patron bienveillant qui vous dit « Ok, il y a un quota d'heures de tolérance, ça ne perturbe pas le service, tu m'as prévenu suffisamment tôt,
je t'offre, entre guillemets, ton heure ou ton heure et demie pour que tu puisses accompagner ton enfant à ce rendez-vous. Les gens sont hyper reconnaissants vis-à-vis de l'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui mettent en place ce genre de choses. Oui, ce n'est pas du télétravail calqué trait pour trait, avantage pour avantage, mais l'objectif, c'est de traiter tout le monde, entre guillemets, de la même façon et de trouver des solutions pour tout le monde, pour mettre personne de côté. Voilà, des petits gestes ponctuels, mais signes de bienveillance, en tout cas, vis-à-vis des salariés. Eric, pour boucler ce webinaire, il nous reste 5 petites minutes, mais ça va aller assez rapidement. On s'est concentré sur la partie bien-être en entreprise, mais finalement, on pourrait se poser la question, quel est le lien finalement avec les activités d'Indeed? Vous êtes connu comme une plateforme de matching et de recrutement. Qu'est-ce qui vous intéresse fondamentalement sur cette dimension de bien-être en entreprise au regard de vos activités, votre core business? Nous, ce qu'on veut, c'est coller à la réalité. Donc, historiquement, quand Indeed est né il y a 20 ans, tu disais tout à l'heure, l'objectif principal, c'est que les candidats voulaient avoir tous les jobs sur une plateforme, ce qui n'était pas le cas, ça n'existait pas avant Indeed. Donc, c'est pour ça qu'on est né en étant un métamoteur de recherche, un agrégateur aussi qui aspirait toutes les offres qui existaient sur le marché, en disant au lieu d'aller sur 10 supports différents pour voir qu'une partie des offres, un seul site voyait toutes les offres. Et on voit que les besoins évoluent aujourd'hui, c'est-à-dire que, en gros, c'est beaucoup plus facile de trouver un job aujourd'hui grâce à l'évolution technologique et grâce notamment à Indeed. Mais ce que veulent les gens, c'est trouver le bon job. Et on le voit à travers nos datas, à travers nos études. La marque employeur, j'en parlais tout à l'heure, on voit que 75% des candidats qui viennent sur Indeed ou sur Glassdoor regardent les notes, les avis, parce que je ne change pas d'entreprise comme je change de paire de chaussures. Et donc, j'ai envie de choisir un employeur qui traite bien ses salariés, qui est bienveillant, qui m'offre des perspectives d'évolution, une juste rémunération. Donc, on voit que c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, c'est pour ça qu'on prend ce sujet très à cœur, à la fois pour accompagner, sensibiliser les entreprises, en montrant que ce n'est pas juste en mettant plus d'argent sur Indeed qu'on aura les meilleurs candidats, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle à jouer, et notamment sur ce côté bien-être au travail. En effet, quand je dis les patrons ne sont pas philanthropes, certains le sont, mais la plupart, pour être philanthrope, il faut aussi une entreprise qui soit performante et qui tourne. Et donc, quand on arrive à mettre des indicateurs, ce qui manque beaucoup dans le monde des RH, avec des sujets centraux comme le bien-être au travail, ça fait partie de notre rôle un peu d'évangéliser, d'expliquer tout ça pour essayer de rendre le monde du travail un peu meilleur à notre échelle. Voilà, c'est pour le coup un peu idéaliste et philanthrope, mais c'est très pragmatique aussi, puisque ça correspond à un vrai besoin de fond et à l'échelon mondial. Et une dernière question, Eric, sur cette dimension de bien-être au travail. On parle beaucoup du nécessaire développement de la productivité en France. On a beaucoup parlé de performance tout à l'heure, mais aussi cette question de la productivité. Est-ce que c'est compatible finalement d'augmenter la productivité en entreprise et d'y associer le bien-être en entreprise? Oui, c'est ce qu'on a montré un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on voit un lien direct de causalité entre l'indicateur, l'indice de bien-être au travail et la productivité. Donc, quand on est dans son entreprise et qu'on est content d'y être et d'y passer 7 heures ou 8 heures, par exemple, on est vachement plus productif que quand on est obligé d'être à son poste de travail de 9 heures à 19 heures sur un job sur lequel je me sens ni utile ni valorisé. Donc, la productivité, elle se calcule aussi là-dessus. Et qu'on soit sur un poste tertiaire ou même un poste d'usine, on est plus efficace, plus consciencieux, moins malade, j'en parlais tout à l'heure. On a peut-être moins le besoin de faire des pauses aussi. On a moins d'accidentologie quand on est bien, qu'on est à fond, qu'on est en bonne santé, qu'on a bien dormi. Ça joue indéniablement sur l'efficacité et la productivité. Eric, merci beaucoup pour tes nombreux éclairages à l'occasion de cette heure de session de webinaire sur le thème du bien-être en entreprise. On arrive quasiment à la fin de cette session de webinaire. Il nous reste une trentaine de secondes. Juste rappeler à tous nos participants que vous pouvez télécharger le rapport d'Indeed sur cette dimension de bien-être en entreprise. On l'a décortiqué avec vous, mais vous allez encore trouver de nombreux indicateurs si vous suivez le rapport intégral. Et je rappelle également à tous que ce webinaire sera disponible via Indeed et via RH Matin si vous voulez découvrir ou redécouvrir finalement
les nombreuses illustrations que l'on vous a apportées. Merci beaucoup, Eric, pour ta présentation, pour ta participation. Merci à tous. Je souhaite une bonne journée à tous nos participants et à très bientôt pour un nouveau webinaire sur RH Matin. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.